pour notre parti. Et donc ce soir, nous avons donc invité Jean-Noël Dugange, qui est maître de conférence à l'Université de Rouen et historien, qui va nous faire une petite présentation de 45 minutes environ de ce livre. Et ensuite, on va laisser un petit temps au débat, une petite heure de débat, et ensuite on terminera par un... Voilà, donc je disais qu'on pouvait te remercier pour cette intervention, donc place au débat. Je vais passer au milieu de ceux qui souhaitent intervenir, poser des questions, apporter une note. On va laisser la parole à Jonathan. Je ne ferai pas de commentaire. On voit Marx sur la partie où on pense qu'il a la moindre actualité quand il fait l'analyse des différents courants socialistes de l'époque. Il y a quand même un passage où il parle des socialistes bourgeois, où il aborde un thème de, un peu, je pense, c'est la réforme, en gros, des gens qui pensent améliorer la situation via des réformes. Et lui, il n'y croit pas du tout, et ça introduit un peu le débat qu'il y aura réforme, révolution, qui viendra ensuite. Et ça pose aussi, dans ce document, la place de l'État, parce qu'il, dans son analyse, il faut que les ouvriers s'emparent du pouvoir étatique. Et dans ses préfaces plus tard qui sortira, il fait allusion, les ouvriers, la classe prolétaire ne peut pas s'approprier l'instrument État tel qu'il est, l'État au sens de la domination bourgeoise, parce que ça n'aboutit pas, et ça fait un peu penser à ce qui s'est passé plus tard en URSS, s'il n'y a pas de volonté de fonctionnement différente, n'empêche, je veux dire. Voilà, les soviets en URSS, au départ, c'est un sacré espoir, et après, on voit la période de Staline, où les soviets, c'est plus démocratique. Il y a une question de la démocratie au sein de l'État ouvrier, si les ouvriers prenaient le pouvoir. Voilà, pour l'instant, je reste là. Est-ce qu'il y a d'autres... Bonjour, Pierre Lemeur, je suis militant communiste. Merci, Roland. J'ai relu, pour ce soir, j'ai relu le manifeste du Parti communiste que j'avais lu il y a 50 ans, et j'ai été étonné par quelque chose qui n'avait pas attiré mon attention sur l'époque. Lorsque c'est écrit en 1948, Marx n'a pas encore commencé à travailler sur le capital. Et dès les premières pages, je ne parle pas des préfaces, hein, mais dès les premières pages, il présente le capital comme étant complètement lié au salariat. Et moi, ça m'a fait immédiatement repenser à quelque chose qui est fondamental lorsqu'il va commencer le capital, c'est travail salarié et capital, et salaire, prix et profit. Et je me suis posé la question, est-ce que ça veut dire que déjà dès 1947, Marx pressent déjà la théorie économique qu'il va construire sur l'analyse qu'il fait en même temps qu'il écrit le Capital? Oui, alors là-dessus, je l'ai dit un peu vite tout à l'heure, mais quand Marx rencontre Engels en août 1944, ils ont publié ensemble, en fait c'est Marx et un certain Ruge qui ont publié ça, c'est une revue qui n'aura qu'un seul numéro parce que Marx se fâchera, comme il se fâchera avec beaucoup de monde, avec Ruge, les annales franco-allemandes. Et dans les annales franco-allemandes, il y a un article d'Engels déjà sur ce que Marx appellera ensuite la critique de l'économie politique. Et c'est entre guillemets, l'apport majeur d'Engels à Marx. Et effectivement, alors vous avez des manuscrits, dits des manuscrits de 1844, dits qu'on appelle les manuscrits parisiens, où il y a déjà une réflexion assez avancée sur l'économie. Alors, le Capital, donc, qui sera le livre 1, publié en 1867 en Allemagne. Vous vous rendez compte, je connais mieux les dates de textes de Marx que le chemin de fer en France, je révise, en vrai, c'est mon problème. Donc, quand il publie ça, c'est l'aboutissement d'une très longue réflexion qu'il a faite à Londres à partir de 1849, quand la Révolution a reflué, qu'il est enfermé à la bibliothèque à la British Library à Londres parce que les espoirs révolutionnaires se sont évanouis. Le contexte est totalement différent, mais l'intuition selon laquelle il faut analyser les mécanismes économiques, comme vous l'avez dit, il y a ces conférences qui sont publiées sous forme de livre, salaire, prix, profit, travail, salarié, capital,
est une intuition qu'il a dès les années 1843-44, bien qu'effectivement ce soit un philosophe de formation. Ce n'est pas du tout évident qu'il se tourne autant vers l'économie politique. Voilà, mais c'est tout à fait en gestation. Et là, vous avez raison absolument, c'est que ça, on se dit, ah oui, je vais lire le manifeste du Parti communiste, va pas y avoir toute la réflexion que l'on attribue au texte ultérieur. En fait, Marx, c'est déjà, même dans le manuscrit que j'évoquais avant, l'idéologie allemande de 1946, vous avez de toute façon un présupposé fondamental qu'ils construisent à partir d'autres auteurs, qui est que pour bien comprendre, pas seulement l'évolution du monde actuel, mais l'évolution historique avec un grand H, le continent histoire, me dira Tusser plus tard, c'est les structures économiques, même pré-capitalistes, féodales, antiques, tout ce que vous voulez, sont un élément décisif de la compréhension du monde sans lequel on ne peut pas avoir pédale. Quand vous dites ça aujourd'hui, bah oui, les structures économiques, ça permet de comprendre beaucoup de choses, évidemment, on va vous dire. Mais attention, là aussi, dans son contexte à lui, beaucoup de gens pensaient vraiment qu'avant tout, les idées menaient l'histoire, les idées avec un grand I, et que l'infrastructure économique et sociale, tout ça a été relativement secondaire, notamment dans les penseurs socialistes. L'économie politique, ça venait plutôt, entre guillemets, des libéraux, Ricardo Smith, que justement Marx reprend pour critiquer dans un certain sens. Donc voilà, mais tout à fait, c'est un texte, et c'est ça qui le rend singulier, c'est qu'à la fois, on a une analyse de l'état économique du monde, des revendications politiques, des enjeux stratégiques, et effectivement, il y a des enjeux stratégiques qui gagneront en importance ensuite, qui sont déjà là sur l'État, la question réforme et révolution, et sur la question de l'État. Alors, juste pour, après je me tais, mais pour rebondir sur ce que disait la première personne, Jonathan, effectivement, l'État, finalement, c'est une question qui est déjà très présente ici, sur laquelle Marx et bien d'autres reviendront ensuite, parce que, effectivement, le principal problème, c'est que c'est compliqué d'avoir le pouvoir, bien sûr, mais ça peut arriver que vous l'ayez, et une fois que vous l'avez, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Enfin, je le dis de façon très familière, mais... Et que, dans un premier temps, les révolutionnaires étaient si éloignés du pouvoir que pour eux, l'État, c'était quelque chose de très hostile. C'était la répression vraiment de la police. Alors je ne dis pas que ça a disparu depuis, mais je sais bien, ça revient, bien sûr. Mais à l'époque, si vous voulez, le fait qu'il y ait des morts dans une simple manifestation, si je puis dire, par dizaines ou par centaines, était quelque chose de relativement banal. Ce qui, voilà, je ne sais pas, le même contexte, c'est pas du tout pour minimiser d'autres choses. Et donc l'État était quelque chose, on pouvait être très fondamentalement anti-étatiste, plus, je dirais, ce qui explique la force des courants anarchistes pendant longtemps, et que d'ailleurs les principaux contradicteurs de Marx sur l'État, plutôt anarchistes, Proudhon, Bakounine, et que Marx justement lui essaie de penser la chose comme étant plus compliquée que cela, et il y aura cette fameuse formule qui emploiera à plusieurs reprises, c'est qu'il faut briser l'État, c'est-à-dire qu'il faut briser l'État parce que ces structures sont fondamentalement oppressives. Et sauf qu'après, bon, je ne vais pas vous faire toute l'historique du mouvement ouvrier, mais il y aura le problème de que faire avec ce que l'on appellera ensuite les acquis sociaux obtenus dans le cadre d'État, parce que quand bien même ils sont acquis sociaux, ils sont quand même dans le cadre d'un État que l'on doit continuer à contester. Ça pose le problème d'un certain nombre de choses. Et qui, là vraiment, c'est en gestation dans le manifeste, mais évidemment en 1948, il n'y a pas l'État social encore. Mais il y aura déjà l'État social dès les années en Allemagne, 1860-70, la Troisième République en France, déjà des embryons d'assurance sociale, puis de retraite, pas terrible, mais ça pose le problème de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et là, il y a un enjeu stratégique majeur qui est encore présent à partir du moment où il existe des avantages acquis dans le cadre d'un État, bien sûr. Je pense que tout ça est vraiment d'actualité. Si on prend la propriété sociale d'une classe, par exemple, on voit bien que ce qui se passe à la SNCF aujourd'hui, on est exactement dans le contexte d'une grande entreprise de propriété sociale nationale. Depuis la nationalisation, en fait, la bourgeoisie veut défaire cette idée profondément communiste, en fait, de la propriété sociale et donc de la gestion de la propriété sociale par les salariés eux-mêmes. Alors, je ne dirais pas en quelle année a été inaugurée la ligne en Paris, même si... Mais ce qui est sûr, c'était la Banque Laffitte qui l'a créée, quoi.
Oui, Bon. c'est sur la marche. Et donc, C'est sûr. en ce temps-là, ils inauguraient au fur et à mesure de l'ouverture de tronçons qui remplaçaient les péniches tirées par les chevaux. Hein. Donc, ils ont effectivement gagné beaucoup d'argent avec le chemin de fer. Mais ça ramène quand même à des questions dans le débat aujourd'hui. Alors, je vais passer la campagne dégueulasse des médias et tout, enfin bon, bref. Mais, par exemple, n'émerge nulle part la mise en débat d'autres propositions que celles que le gouvernement veut emmancher. Donc je parle à la fois des propositions du Parti communiste et celles de la CGT. Et en aucun moment, il y a place pour ce débat-là qui effectivement est le moteur de la lutte des classes. Aujourd'hui, effectivement, pour gagner l'opinion, il faut gagner cette bataille-là. C'est-à-dire que l'entreprise est bien la propriété de tous, y compris la dette d'ailleurs. Non, mais ce qui est ça que vous évoquez, se pose un problème qui est déjà existe au XIXe siècle, mais qui deviendra plus présent et plus approfondi, si je puis dire, au XXe, qui est bon, ce qu'un théoricien communiste a appelé ensuite la bataille pour l'hégémonie, hein, qui est Gramsci, tout ça, ces thématiques-là sont un petit peu revenues. L'idée selon laquelle il y a une bataille culturelle, pas au sens culturel des arts, mais une bataille sur les mots. Moi, je parlais tout à l'heure des mots qui sont imposés à un moment donné, des mots, des termes que l'on emploie, et par extension, parce que quand vous employez des termes les uns avec les autres, ça fait un raisonnement, et ces raisonnements sont plus ou moins, comment dirais-je, valables à un moment donné, à une période historique précise. Tout dépend effectivement d'un certain nombre de rapports de force, mais pas qu'un rapport de force purement électoral, syndical et autres, ça dépend de la façon dont les idées ont été transmises par un certain nombre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est important, effectivement, et dans la bataille qui est en cours, on voit bien le déséquilibre et le fait qu'il y ait extrêmement peu de contre-médias. Alors, ce qu'on peut faire des contre-médias dans le système actuel, c'est un vaste débat, il y a des tentatives qui sont faites, plus ou moins heureuses, donc non mais c'est vrai, c'est une vraie question. Comment vous faites pour que les gens, au sens large, aient accès à une autre voie que celle des dominants? Pendant longtemps, il y avait la presse. Il y avait la presse, le journal de classe, le journal bourgeois, etc. Et en fonction de l'influence de tel ou tel parti courant, eh bien, ça marchait plus ou moins, mais ça a pu, à un moment donné, quand même, fonctionner. Et la concentration du capital, notamment, a fait que vous avez un certain nombre de discours qui deviennent inaudibles. Donc, ça, c'est un défi, effectivement, de l'avenir, qui est extrêmement présent dans le débat contemporain. Je serais bien en peine de vous donner, d'ailleurs, si quelqu'un avait des solutions toutes faites, il les mettrait probablement en application, mais c'est extrêmement, parce que ça pose le problème de tout ce que vous dites. Si je ramenais ça à des problèmes du 19e siècle, ça pose le problème de savoir est-ce que ça vaut la peine et comment fait-on pour intervenir dans des médias dominants? Il y avait une presse dominante, officielle, qui laissait quand même parfois des voix s'exprimer au 19e siècle. Donc comment intervenir dans ces cadres-là pour faire entendre d'autres messages? Ce qui est certain, c'est que pendant longtemps, la solution, ou une des solutions, si c'est au pluriel, voilà, était la construction des organisations politiques, parce qu'on pensait, et pas totalement à tort, que l'existence même de ces organisations, quand bien même elles n'avaient pas le pouvoir, eh bien, était porteuse d'un discours alternatif dans une société donnée à un moment donné. Tout ça, évidemment, ne fonctionne plus de la même manière. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera plus jamais. Moi, je n'ai pas du tout de formule ou de pensée arrêtée sur la question du parti politique. Par exemple, je fais partie des gens très indécis qui entendent bien l'idée selon laquelle la forme parti classique est beaucoup entrée en crise pour toute une série de raisons fort légitimes, mais que se substituer absolument à toutes ces formes-là peut aussi aboutir à une sorte de vide, et le vide, il sera occupé par ce que vous venez de dire. Donc c'est des choses qui sont... Mais voilà, moi, bon, évidemment, je réfléchis aux problèmes contemporains, mais avec la casquette, et ce qui me prend quand même la plupart de mon travail, de faire l'histoire, d'en écrire, quand je peux, c'est l'incroyable portée historique de la forme du parti politique, qu'il ne faut jamais oublier, de ce que ça a représenté, de ce que ça a été utile
Parce qu'aujourd'hui, enfin, presque tout le monde, peut-être pas ici, mais non, il y a l'impression que le parti politique en tant que tel, c'est, si je puis dire, la mort, l'horreur, absolument et tout. Bon, faut faire attention aussi à ça, parce que le bilan, pour moi, le bilan historique de la forme parti n'est pas entièrement négatif. Enfin, je veux dire, c'est pas, dans ce cas-là, on ne peut plus discuter de rien sinon. Donc voilà. Et pour la bataille, pour l'hégémonie sur un certain nombre de choses, ça me paraît important. Bref. Bonjour. Vous avez parlé de la lutte des classes. Et vous avez parlé qu'avant Karl Marx et Engels reprennent cette idée, elle avait déjà été utilisée par d'autres personnes, d'autres écrivains. Et je voudrais approfondir sur ce sujet, étant donné que dès la première phase des bourgeois et prolétaires, Marx signale que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Donc semble être un principe fondamental. Aujourd'hui, on dit que c'est le moteur de l'histoire. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si ça a été écrit par Marx ou quelqu'un, mais on tombe souvent sur ça. Mais en faisant parenthèse, moi je voudrais contester ce point de vue, parce que le moteur de la société, ou l'histoire de la société, ce sont les innovations technologiques qui sont permis de passer d'une société primitive à une société médiévale, et d'une société médiévale à une société bourgeoise, capitaliste, etc. Donc, on a une petite... moi, j'ai une autre interprétation de l'histoire de la société. Ce n'est pas nécessairement l'histoire de la lutte des classes. Donc, vous avez dit que Marx était plutôt de formation philosophique. C'est évident, le pavé qu'il a écrit avec l'idéologie allemande, ça explique. Et que Engels, c'était plutôt l'économiste. Mais vous avez dit ça, mais est-ce qu'il a fait des études d'économie? Il avait un diplôme en économie, Engels, ou c'était simplement un praticien d'une famille de Richard allemands, où il a appris comment exploiter les ouvriers. Et ce sont ces idées qui a transmis à Marx, et de quelle façon. Donc, je voudrais approfondir sur le sujet de la lutte des classes, et aussi vous demander, étant donné que vous êtes un historien de Marx, que Marx, pour moi, la partie qui n'a pas été récupérée dans le manifeste communiste, c'est justement les mesures qu'il a proposées. Vous avez parlé de l'expropriation et de l'impôt, des droits d'héritage, vous vous êtes arrêté là. Mais en fait, si vous continuez à lire, il y a 10 points. Et par exemple, la centralisation des crédits dans les mains de l'État, la Banque nationale, la centralisation des moyens de transport, la multiplication des usines et des instruments de production, le travail obligatoire, dans le sens pas hitlérien, c'est le travail salarié, et la coordination de l'activité entre la partie agricole et l'industrielle. Et donc, ces points de vue comme historien, moi je me pencherai sur ce sujet parce que c'est l'histoire, Marx c'est l'histoire économique, plutôt que l'histoire de comment il a fait, comment il a écrit, s'il est mort, il est vivant, ou il avait faim ou pas. Et j'aimerais bien savoir pourquoi les historiens n'ont pas repris cette partie principale des manifestes communistes. Alors, une explication simple à la dernière question, c'est que j'avais un temps limité et que, comme toute personne devant parler dans un temps limité, j'ai fait des choix sur un certain nombre de points, mais ce que vous avez évoqué mériterait tout autant d'explications. Simplement, ça me paraissait pas inintéressant de rappeler globalement l'importance de l'économie chez Marx dans ce texte, les alliances politiques et le fait qu'il ait des mesures immédiates qui, encore aujourd'hui, dans le vocabulaire contemporain, existent, comme l'impôt sur l'héritage, c'est tout. Ça ne délégitime absolument pas l'étude du reste. Et pour en venir au reste, sur la lutte de classe. Alors, ça, il se trouve que j'ai, spécifiquement, même dans le cadre de mon travail d'historien pour le coup, travaillé sur cette question de l'appropriation du concept de lutte de classe par Marx. Bon, c'est pas beaucoup de gens ont travaillé là-dessus, mais il y a quelque chose qui est intéressant, qui est que après la fin de la séquence de la Révolution de 48, en 1851-52, bon, vous devez savoir, vous devez très bien connaître, Marx écrit un ouvrage qui s'appelle Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, qui est une analyse du
coup d'État que vient de faire Napoléon Bonaparte, qui devient Napoléon III, troisième empire des Français, enfin second en réalité, puisque Napoléon II n'avait rien fait pour des raisons familiales, donc je vous fais grâce bien. Au moment où il fait ça, donc comme toujours, Marx correspond beaucoup, mais comme il n'y a pas de téléphone, on écrit beaucoup de lettres tous les jours. Hein, d'ailleurs, on dit parfois, ah, mais Marx, il est quand même dur, il insulte des gens dans ses lettres. Je dis, oui, mais c'est comme quand vous envoyez un SMS et vous dites, celui-là, je ne peux pas le blairer ou autre chose, c'est l'équivalent, si je peux dire. Non, mais il faut... je dis ça toujours à mes historiens, parce qu'ils disent, ah, mais quand même, il y va fort dans ses textes. Je dis, mais oui, quand vous téléphonez. Donc, non, mais le mode de communication, c'est important, ça, on comprend pas. Et donc, dans un de ses amis, un certain V. de Meyer, avec un médecin, il lui écrit. Non, c'est Goebbels, mais ça qu'importe. À V. de Meyer, il lui écrit, bon, je paraphrase, hein, vous trouverez la référence, c'est une lettre de 1852, où il dit « Ce n'est pas à moi que revient le mérite d'avoir inventé le concept de lutte de classe. Je l'ai trouvé chez les historiens bourgeois français, quand j'étais à Paris, en 1840, Guizot. » C'est fort, parce que Guizot, c'est le type qui l'a expulsé. Là, c'est le Manuel Valls de l'époque, sauf qu'à la différence de Manuel Valls, c'était un intellectuel qui était par ailleurs un historien d'une assez grande ampleur. Et Guizot avait fait une histoire de la Révolution anglaise, donc du XVIIe siècle, où effectivement, sans le tourner vers la lutte de classe prolétarienne, bien sûr, il raisonnait en termes de classe antagoniste, hein, pendant un processus révolutionnaire. L'autre personne qui fait ça beaucoup, qui est moins connue mais qui à l'époque est un historien de France, c'est Augustin Thierry, que Marx cite. Ça, j'en ai bouffé, lui, Augustin Thierry, je peux vous dire. Augustin Thierry, c'est un historien qui revient notamment sur les débats, vous savez, sur l'origine de la France, les Francs, les Germains, je vous fais grâce de tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il en arrive à considérer que un des moteurs de l'histoire, ce sont des grands blocs, d'abord plutôt entre guillemets de race, mais ensuite après de classe économique. Vous voyez, c'est assez rudimentaire, aujourd'hui on trouverait ça un peu étroit. Mais Marx reprend à ces auteurs-là. Encore un ou deux auteurs, après j'arrête. Saint-Simon, qui est bien connu aujourd'hui, hein, même certains disent que Macron est le nouveau Saint-Simon, je vous laisse apprécier ce commentaire-là. Donc Saint-Simon, vous savez, l'idée selon laquelle les classes porteuses de l'avenir, c'était la bourgeoisie industrielle et la classe ouvrière contre l'aristocratie parasitaire. Eh bien Saint-Simon développe effectivement une lecture du monde en termes de classe et lutte de classe qui a inspiré Marx. Tous ces auteurs-là, il les a lus à Paris. Hein, donc ça, c'est vraiment important. Je pourrais en citer d'autres, voilà. C'est en ça qu'il a repris un concept. Vous avez même des gens, des socialistes, puisqu'on parle de socialistes réformistes à la fin du 19e siècle, très anti-marxistes, qui diront Marx n'a rien inventé. La preuve, la lutte de classe, c'est absolument pas Marx qui l'a inventé. Et dernier exemple, parce que cet exemple-là fait un peu sourire, bien que c'est pas uniquement drôle, Adolphe Thiers, par exemple, c'est lui qui a réprimé, qui était premier président de la Troisième République, hein, qui a fait réprimer la Commune de Paris. Eh bien, Adolphe Thiers avait écrit, et c'était un oppositionnel dans sa jeunesse, à la monarchie de Juillet, et quand Marx était à Paris, un peu avant, il avait publié une histoire de la Révolution française, qui là aussi est assez lutte de classe dans son raisonnement, si vous voulez. Donc c'est un raisonnement partagé. L'originalité de Marx, que certains vont lui dénier ultérieurement, c'est de l'avoir tourné vers le combat ouvrier, pourrait-on dire, le combat des salariés, et lui leur donner une perspective historique. Mais ce n'est effectivement pas un raisonnement si singulier que ça, et Marx lui-même le reconnaît. Alors c'est un point un peu historique, mais ça c'est pas inintéressant, parce que on voit comment une pensée se forme, même en lisant des adversaires, hein, parce qu'il n'y en a pas un qui est socialiste, hein, ceci à Saint-Simon, mais c'est un peu particulier. Mais tous les autres sont des bourgeois, soit libéraux, soit conservateurs, soit oppositionnels selon la conjoncture. Mais Marx les lit, et il s'approprie, entre guillemets, des concepts de l'ennemi pour les tourner vers le prolétariat. Ça c'est intéressant. Ça ne dénie, ça n'enlève en rien son originalité, mais restituer ça, ça montre aussi comment... Bah oui, il ne faut pas dire que les gens qu'on aime, il faut aller voir les opposants. Non mais c'est vrai, il faut aller voir comment raisonne un peu tout le monde, il faut y aller les pages secondes du Figaro de temps en temps, pour voir ce qui se passe dans l'économie, parce que c'est aussi ça qui permet de comprendre... parce qu'on dit, justement sur la SNCF, ils vont nous prendre et tout, bien sûr, mais ils réfléchissent beaucoup aussi, malheureusement. Enfin, si je peux dire, enfin, pas malheureusement, mais donc c'est... Ça Marx, c'est quelqu'un qui, comme ça, votre réflexion m'amène à dire ça, je ne l'ai pas forcément vu, mais c'est quelqu'un qui lisait beaucoup ses adversaires, hein, qui regardait ça de très près. Ses adversaires au sein des socialistes, des communistes, mais aussi les grands penseurs bourgeois libéraux de l'époque. Sinon, il n'aurait jamais écrit le Capital. Hein. Sans ça, c'est clair. Hein. Et les premiers à s'être intéressés au Capital en France, d'ailleurs, ce n'est pas des socialistes, c'était plutôt des économistes libéraux, hein, par un effet de retour assez amusant, mais qu'importe.
Donc on parle aujourd'hui du manifeste du Parti communiste et aussi de son caractère un petit peu actuel qu'on peut y trouver en relisant le manifeste aujourd'hui avec l'évolution justement des modes de production, l'évolution de la société que Marx avait déjà identifié à travers son analyse. Et notamment donc, quand il parlait de la bourgeoisie, il parlait du rôle éminemment révolutionnaire que la bourgeoisie avait joué par rapport à la société féodale dans laquelle elle avait émergé et dont elle avait mis fin à travers la révolution de 1789. Donc, vous parliez tout à l'heure de processus révolutionnaire. Donc, ma question, ce serait en quoi, selon vous, le manifeste du Parti communiste et les principes comme l'abolition de la propriété privée des moyens de production et d'autres comme l'internationalisme possèdent en lui un caractère, dévoilent le caractère révolutionnaire de la classe prolétarienne. Oui, Josiane, et puis... Je trouve assez paradoxal et extrêmement intéressant ce que l'on a reproché beaucoup à Marx dans son manifeste, d'avoir voulu passer outre l'État, outre la nation, outre, pire, la partie. Je sais ce qu'on a reproché, ça ne veut pas dire que c'était la vérité. Mais ce que je trouve paradoxal, pour aller jusqu'au bout de ma pensée, c'est que ceux qui l'ont fait, et surtout ceux qui le font aujourd'hui, c'est justement les autres. L'autre classe, pourrait-on dire, je suis tentée de penser plutôt la haute finance internationale comme une caste, plutôt que comme une classe, qui pourtant s'appuie sur une classe, le capitalisme. C'est-à-dire que, pour moi, le grand, vrai, gros, énorme ennemi, c'est cette caste, la haute finance internationale. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que justement les gouvernements, et le nôtre en est un exemple particulier, s'appuient complètement sur une supranationalité européenne pour détruire la nationalité française. Et qu'il n'est pas le seul à le faire, qu'il y a toutes ces tentatives qui sont successives contre justement l'État, la nation, voire la patrie dont on parle au moment des guerres surtout. Donc moi, je voudrais bien qu'on arrive à analyser la possibilité de réaction, la réactivité de la classe prolétaire, comme le disait Marx, on pourrait dire travailleuse en général aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que des prolétaires, il y a aussi des prolétaires intellectuels. Moi, je m'estime en être une, et je ne vois pas en quoi je suis moins de la classe de ceux qui ont à lutter contre les autres. Donc, voilà, je voudrais savoir de quelle manière on peut s'emparer du travail de ces Marx, Engels, etc., pour pouvoir essayer de remonter une véritable reprise de pouvoir, ou même prise de pouvoir, de nous tous, à qui que l'on spolie en permanence de l'outil, mais des moyens, et de la vie tout court dans les attaques, par exemple, des services publics, de la santé avec des remboursements de maladies, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on voit un petit peu sur quoi on peut s'appuyer, justement, pour aller plus loin. Ce qui est certain, c'est que autant on peut considérer que sur un certain nombre de points, les intuitions de Marx étaient absolument justes sur le développement du marché, du capitalisme, autant les formes spécifiques que vous avez rappelées du capitalisme contemporain ne peuvent être absolument pas négligées. C'est dans ce sens-là que, je vais revenir après sur l'aspect plus politique, que vous avez un certain nombre de chercheurs marxistes qui essayent notamment de penser
ce que vous avez désigné comme caste, mais en fait l'émergence d'une sorte de capitalisme managérial qui fait que vous avez, à côté de la bourgeoisie propriétaire des moyens de production stricto sensu, toute une, entre guillemets, une classe de managers, de hauts salariés, parce que ça peut être des membres du salariat, extrêmement bien payés, qui implique un niveau de technicité extrêmement élevé pour comprendre les mécanismes du capitalisme contemporain, et que cet ensemble-là forme, entre guillemets, la nouvelle classe dominante. Et au même titre qu'il est difficile de définir parfois qu'est-ce que serait une classe des dominés, il faut prendre le temps simultanément, si je puis dire, de définir une perspective pour les dominés, tout en comprenant les nouveaux mécanismes de la classe dominante. Alors, là aussi, je ne vais pas évoquer tous les débats qu'il y a sur la classe dominante contemporaine, supranationale, parce que, bon, un certain nombre de choses que vous avez dites sont juste en même temps peuvent être réversibles, parce qu'on peut tout à fait dire que le capitalisme mondialisé est effectivement producteur d'une élite spécifique qui se traduit dans le cadre de l'Union européenne, ce qui est absolument juste, mais la création de cette élite-là est quand même, entre guillemets, encore très liée à des bourgeoisies nationales. Alors elles peuvent parler anglais, voyager beaucoup, être transnationales, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas une bourgeoisie qui est totalement déconnectée, c'est le moins qu'on puisse dire, des bourgeoisies nationales. Vous voyez, donc c'est pas non plus... c'est quelque chose qui mérite peut-être d'être affiné. Sur la perspective que cela implique, en partant de Marx. Si on part de Marx, hein, je ne vous dis pas que c'est nécessairement là. Moi, ce qui me paraît quand même essentiel et qui n'est pas négligé, parce que, encore une fois, sur les analyses économiques, beaucoup de gens vont me dire Marx est passionnant, Marx intéressant. Marx, au moins de la l'idée juste, la période que je vous ai brillamment retranscrite tout à l'heure, jusqu'à la fin de son existence, c'est un homme d'organisation et de structure organisationnelle, qui reste attaché au fait que, et c'est ce qui le différencie d'autres courants. J'avais un débat là, interne dans une fondation, qu'importe, sur les injustices, qui est évidemment un sujet absolument majeur, qui est... On m'a dit, alors comment on voyait les injustices au 19e siècle? Je dis, bah, on peut être un peu plus précis, parce que les injustices au 19e siècle, il y en a, ça, il n'y a pas de problème. Mais, par rapport à, justement, ce que je disais tout à l'heure sur les débats qu'il y avait réforme-révolution, le problème de Marx par rapport aux injustices, par exemple, qui a des problèmes, avec un problème qui demeure, bien évidemment, n'était pas tant de constater les injustices sociales évidentes générées par le capitalisme industriel. Ça, énormément de gens étaient d'accord à l'époque. Vous avez des courants chrétiens, des courants socialistes de différentes obédiences, mais qui étaient de définir ce qui peut permettre, en termes de structure organisationnelle, de dépasser l'état existant. Et de ce point de vue-là, alors peut-être que c'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent plus se référer à cet héritage-là, marxiste, issu de la gauche, c'est un héritage qui est profondément lié à la nécessité de construire des organisations politiques, avec tous les problèmes que ça peut poser en termes de structure hiérarchique, étatique, tout ce que vous voulez, mais qui reste profondément attaché à ça. Et moi, je reste sensible, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga, je reste sensible au fait que, dans l'histoire, lorsque les dominés ont réussi un minimum à inverser le rapport de force, ça c'est très souvent, je ne dis pas tout le temps, mais maintenant on ne dit jamais, alors il faut bien que quelqu'un tienne le bâton dans l'autre sens, ça s'est très souvent joué en lien avec des perspectives de structure et des organisations. Elles peuvent être plus ou moins souples, après on peut avoir des débats infinis, voilà. Et ça, moi je ne peux pas abandonner 2 siècles d'expérience là-dessus, quand bien même il y a toutes les mutations et compressions que vous avez rappelées. Voilà. Ça c'est un legs, à mon avis, alors que l'on peut dire c'est nul, hein, on peut dire vive la pensée anarchiste, vive tout sauf Marx, parce que justement ça reste un homme d'organisation, mais ça me paraît être un point important. Y compris, j'ai du mal à voir, mais je suis peut-être déjà vieux jeu hein, par rapport à d'autres, comment une élaboration collective peut émerger de l'absence totale de structure. Hein, même à un niveau anthropologique, ça me paraît extrêmement faible de penser ça. Je ne dis pas que c'est tout ce que vous pensez, hein, mais c'est ce que j'entends beaucoup moi, autour de moi, donc, notamment des gens plus jeunes que moi. Hein, mes étudiants, tout ça, quand ils m'expliquent que tout ça c'est un peu vieux, dépassé, il y a des choses qui sont dépassées et vieilles, peut-être moi le premier d'ailleurs, mais par contre, la pensée, je ne dis pas la pensée juste forcément des grandes théories philosophiques, mais la pensée politique, la revendication, sont le fruit de tout ça. Donc voilà, je pense que c'est un point important. Je ne sais pas si ça vous satisfait pleinement, mais non, ça ne vous satisfait pas. C'est pas grave. Il faut bien. C'est le débat, exactement. J'en ai presque oublié la première question. Du coup,
La question était plutôt sur... Je me souviens de la question, mais elle était plutôt dans le sens ramené par rapport à Marx à l'époque de Marx, ou directement plus lié sur Marx, ce que l'on peut en faire aujourd'hui? Marx, ce qu'on peut en faire aujourd'hui, de par l'évolution du salariat, qui représente aujourd'hui 86%. Beaucoup plus qu'à l'époque de Marx. Alors, oui, alors... Alors voilà, un paradoxe là-dessus. Il est plus actuel dans la mesure où le processus d'extension du salariat est beaucoup plus avancé aujourd'hui qu'au temps de Marx. Encore une fois, quand les gens vous disent Marx ne comptait que sur les ouvriers, les marxistes n'ont compté que sur les ouvriers, c'est pas vrai, parce que déjà, bien sûr qu'ils comptaient beaucoup sur les ouvriers comme agents historiques majeurs en lien avec le développement de l'industrialisation, mais il y avait un autre élément qui est qu'ils vivaient dans des sociétés majoritairement rurales et que par exemple, une des grandes obsessions d'un certain nombre de gens, et ce sera le cas notamment des bolcheviks, qui n'avaient pas le choix de toute façon vu où ils vivaient, de savoir quelles vont être, alors qu'on disait à l'époque, l'alliance entre les classes sociales, le front de classe, etc. Donc évidemment, ça c'est un vieux vocabulaire qu'on n'emploie plus aujourd'hui pour une série de raisons, mais ce n'est pas vrai que ces problèmes-là d'hétérogénéité du salariat ne se sont jamais posés. Néanmoins, là où donc on peut dire, c'est formidable, Marx a décrit un processus balbutiant qui arrive à son terme aujourd'hui. Regardez, il y a un revival, si je puis dire, de l'accumulation primitive du capital dans les pays comme la Chine, l'Inde. Ça ressemble un peu au 19e siècle, etc. Oui, bien sûr, ça c'est évident, et c'est d'ailleurs pour cette raison fondamentale-là que beaucoup de gens continuent à lire le texte de Marx, parce que ça mais je vous dis, même quand je vous décrivais les choses sur la généralisation de la consommation, les mêmes produits partout dans le monde, il y a des phrases qui tout simplement sont très faciles à lire pour tout le monde, parce que je dis, ah ben oui, il dit ça en 48, mais ça s'est généralisé depuis. Absolument. Néanmoins, ça renvoie au point d'avant sur le capitalisme managérial. Le problème, c'est que l'extension du salariat, et c'est le problème, d'après moi, hein, je ne suis pas obligé de partager ce point de vue, c'est le problème des slogans du type, je ne dis pas tout ce que vous dites, hein, du 99 et du 1%. Vous voyez, on est 99%, ils sont 1%, parce que 1% concentre toutes les richesses, etc. Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que dans les 99%, bon, les salariés c'est 85% selon les pays, mais qu'importe, vous avez un très très haut salariat, par exemple, qui a des revenus qui sont supérieurs à ce qu'était la bourgeoisie industrielle du 19e siècle. Vous avez surtout, c'est faire l'économie d'une réflexion sur ce que sont les représentations idéologiques, ce que vous évoquiez tout à l'heure, sur les cheminots et tout ça, parce que vous pouvez avoir une majorité de gens qui ont a priori une possibilité d'entente commune à partir du fait qu'ils sont tous salariés par une entreprise, qu'ils ont des salaires à peu près. Hein. D'une part, il y a des très hauts salaires, et d'autre part, les représentations idéologiques des uns et des autres sont totalement fragmentées et éclatées. Et en fait, beaucoup plus qu'à des moments où le salariat était moins fort. Je m'explique. Quand vous aviez une classe ouvrière industrielle française, qui ressemblait à notre classe ouvrière, mais prenons le cas de la France, avec des grandes structures et des grandes entités de production, notamment industrielles. Je ne vais pas vous la faire à vous, par exemple vous êtes des militants, c'est plus facile de construire un syndicat dans une grosse boîte, etc. Quand il y avait des intérêts communs, à partir d'un métier commun, à partir d'une fabrication commune, tout ça, voilà. Et ça, c'était le monde que Marx voyait se développer. Aussi minoritaire soit-il, même par rapport au monde rural et tout. Donc il y avait, c'est pour ça qu'il y a cet enthousiasme chez Marx, de voir que tout ça va progressivement se développer, et c'est ce qui s'est passé pendant toute une partie du 19e, qui va aboutir à des consolidations de structures syndicales, politiques et tout. Le problème de l'époque dans laquelle nous sommes, c'est que le degré d'éclatement idéologique, politique, social est tellement fort. Après, il y a toute la fragmentation des banlieues. Bon, je ne vais pas évoquer tous les problèmes parce que ça serait du coup du méli-mélo qui n'aurait pas de sens, mais même si vous prenez des catégories de salariés relativement bien intégrés, mais qui n'ont pas comment dirais-je, de structure syndicale, c'est beaucoup plus difficile de les toucher à partir d'un message politique. Beaucoup plus difficile qu'à l'époque de Marx, et là il ne faut quand même pas se faire d'idées par rapport à l'élection de Marx, parce que Marx il avait sous les yeux aussi des populations entières. S'il dit à la fin qu'ils n'ont que leur chaîne à perdre, c'est parce qu'il y avait une malnutrition, un niveau de misère, aucune retraite, des catégories entières de gens qui mouraient à 40 ans. Donc voilà, c'est pas pour dire, il va nous dire que finalement le réforme, c'est pas du tout ce que je dis, mais ça n'implique pas les mêmes rapports politiques. Donc je pense qu'il y a
une perspective dessinée par Marx qui est absolument porteuse de messages d'émancipation, même en termes d'expression, et en même temps, attention à ne pas trop considérer que parce qu'il y a eu extension du salariat et parce qu'il y a développement dans les anciens pays du tiers-monde, formidable croissance économique qui ressemble au capitalisme industriel, que voilà, mais c'est une nuance. Allez-y, oui. Non, je voulais, moi, parler, en premier point, c'est parler le fait que la lecture du manifeste, quand je me considérais comme marxiste, quand j'ai commencé à militer, marxiste, communiste, révolutionnaire, mais le fait que quand je le relis, je l'ai relu notamment avec le film Le jeune Marx, ça m'a fait retourner sur le livre, et alors j'avais pu, c'est pas tout à fait la même lecture, mais mes yeux n'étaient pas les mêmes que quand je l'ai découvert. C'est-à-dire qu'au début, c'était pour moi un truc de formation, et quand je l'ai lu il y a quelque temps, on regarde avec le rétroviseur derrière soi sur ce qui s'est passé entre deux, et puis ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas simplement être complètement dans le texte comme ça a été au moment de la sortie. Et je pense que ça me semble quelque chose d'important. Et de fait, par contre, on a besoin d'un cadre. Ça nous manque furieusement en ce moment. C'est qu'à la fois, on ne peut pas dire qu'il y aurait un texte saint, pour reprendre l'exemple des religions qui pourrait brusquement sortir, mais il y a besoin de ce cadre-là, et à la fois le manifeste donne des pointillés, des jalons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout, on peut pas gommer, on peut dire, mais mettre tel ou tel éclairage. Et en même temps, à regarder par rapport aux expériences qui ont été faites au niveau international, à un moment donné, il y en a qui ont lutté en Grèce pour arriver au gouvernement, et en même temps, comment, je ne veux pas mettre le débat sur la question de la Grèce, mais en même temps, moi j'étais très mal, parce que je trouvais qu'ils avaient lutté, je pensais qu'on ne les avait pas assez soutenus, mais en même temps, comment on fait pour aller de l'avant dans une situation. Et que là, on en a besoin. Mon troisième point, c'est que, par exemple, par rapport à la hiérarchie dans le salariat, c'est épouvantable, le père Macron, il utilise ça. Ce matin, on a distribué sur le marché 500 tracts, c'est-à-dire qu'ils ont été bien pris sur le marché, mais par rapport à les services publics et puis les cheminots, mais en même temps, les gens voyaient ce qui était un tantinet au-dessus d'eux, c'est-à-dire notamment les conducteurs de train. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que la graduation, là, il y a des choses qui sont cassées dans les têtes. On voit celui qui est juste à côté ou juste en dessous. Bon. Et je pense aussi que par rapport à prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Bon, c'est fort, c'est bien. Mais en même temps, on a parlé d'une ligne de chemin de fer qui a été construite au XIXe siècle. On avait Paris, Rouen, Le Havre. Et les oppositions entre Le Havre et Rouen, par rapport, mais oui, ça subsiste encore aujourd'hui dans le congrès de la CGT. Bon, c'est-à-dire qu'à un moment, la fusion des facs entre Rouen et Le Havre. Voilà aussi. C'est-à-dire qu'en même temps, on doit intégrer que l'histoire, le passé, marque quand même un territoire, et que comment on fait pour aller l'avant. Et mon dernier point, tout à l'heure, je l'ai glissé, mais et les femmes là-dedans. Tu t'en as pas une seule fois, je te connais bien. Bon, parce que je trouve que, par exemple, ce qui s'est passé en Espagne par rapport au 8 mars, sur les grèves des femmes, ce qui se passe en Argentine, et puis ce qui est programmé au niveau de l'Europe, je crois qu'il faut le mettre dans le paysage. Ce qu'on parlait aussi, c'était du coup la conscience de classe, comme Marx en parlait. Et justement, aujourd'hui, on est dans une situation de crise économique et de régression sociale permanente qui fait que finalement, de plus en plus, les grands propriétaires, voilà, les patrons, jouent sur le salaire des salariés de plus en plus, et en même temps on observe une concentration des richesses de plus en plus importante, des contradictions totales en fin de compte
entre d'un côté les riches qui s'en mettent toujours plus dans les poches, la plupart des salariés, enfin ce que Marx entendait par classe ouvrière, c'était surtout par rapport au rapport lié à la propriété en fait. La classe bourgeoise, c'est celle qui possède les moyens de production, la classe ouvrière, c'est celle qui doit vendre sa force de travail pour pouvoir vivre en fin de compte. Et aujourd'hui, bien voilà, on observe que pour pouvoir vivre décemment, les gens sont de plus en plus, les inégalités sociales se creusent de plus en plus, et donc finalement, on va vers quelque chose qui devient de plus en plus contradictoire entre l'accumulation de richesses d'un côté, presque, voilà, Macron, patron des riches, les politiques, enfin certains politiques qui défendent finalement ces intérêts au détriment de l'intérêt du plus grand nombre. Et donc, voilà, est-ce que finalement, moi j'imagine que, je trouve que dans ce texte, finalement, il y a quand même des choses qui avaient déjà été un peu perçues, même si ça fait longtemps, depuis 1848 qu'il a été écrit. Mais voilà, c'est se questionner ces différents rapports entre la propriété privée qui finalement deviennent un peu contradictoires et qui entravent la majorité de la population et qui la maintient de plus en plus sous un seuil de pauvreté de plus en plus injustifiable en termes de justice. Pour le coup, là, je trouve qu'il y a un vrai problème. Justice sociale, donc voilà, c'était par rapport à ça que je voulais vous faire interagir en fait. Non mais là où la situation s'est rapprochée des processus à l'œuvre au XIXe siècle, dans la mesure où après les 30 Glorieuses, effectivement, il y a eu un changement de conjoncture. Dans les pays riches industrialisés, la hausse du nombre de pauvres. Vous avez des phénomènes hors Europe, dans les anciennes puissances, dans les anciens pays colonisés, qui ressemblent à des mécanismes, ce que je disais tout à l'heure sur l'accumulation d'une richesse à un pôle et de la pauvreté à un autre, les États les plus inégalitaires du monde. La France est un des pays les plus égalitaires, entre guillemets, parce que justement il y a des services publics, il y a un État qui les compense. C'est très inégalitaire, mais ça l'est beaucoup moins que d'autres pays comme l'Inde ou la Chine, pour des raisons profondes historiques, mais qu'importe. Et le problème de ça, et c'est parfois ce qui peut être tout à fait désespérant, c'est que, comme on disait en vieux vocabulaire marxiste, les conditions objectives nous sont de plus en plus favorables, au sens où la richesse s'accumule d'un côté et la pauvreté à un autre, où donc les rapports sociaux et politiques risquent de se tendre à un moment donné, et ils se tendent. Après, comment ils se tendent et comment ils se traduisent, voilà. Et que, d'une certaine manière, nous, notre tâche, c'était de réunir les conditions dites subjectives. Et ces conditions-là, c'était de construire l'organisation, le parti, etc. Bien évidemment, on ne peut plus raisonner de façon aussi mécanique. Et il est facile de démonter cette façon mécanique de raisonner. Mais moi, je n'en demeure pas moins que, à la suite de cette crise-là, de la façon dont on envisageait les choses, nous n'avons pas réussi, quand je dis nous, c'est un mot très inclusif, à trouver les moyens politiques de répondre à une situation qui pourtant, d'une certaine manière, nous donne plus raison que les 30 Glorieuses, où à la limite, il y avait une accumulation de richesses, c'était mieux distribué, mieux réparti. À la limite, là, le capitalisme était plus triomphant, d'une certaine manière, parce qu'il a réussi à survivre en donnant un peu aux pauvres, en augmentant le salaire des ouvriers, parce qu'il vivre sous les 30 Glorieuses, c'était pas vivre comme dans les années 30, il y avait une vraie amélioration. Et depuis qu'il y a une dégradation, jamais d'une certaine manière, depuis longtemps, les idées marxistes au sens large, quelle que soit la déclinaison politique ensuite, n'ont été aussi marginalisées. Par rapport aux années 70, elles ont été quand même largement marginalisées. Donc ça d'abord, c'est dit comme ça, c'est pas très rassurant, mais comment on peut réfléchir à partir de là? L'hétérogénéité de tout ce que vous avez rappelé, de ce qu'on a dit avant, c'est quelque chose qui existait du temps de Marx, qui existait aussi dans les années 70. Le problème, c'est que jusqu'alors, ce qui permettait de dépasser, par exemple, même vous savez, vous avez des débats dans le PCF sur les cadres techniciens, l'alliance entre les ouvriers, enfin certains d'entre vous, moi je fais ça dans les livres, j'ai rendu connaître ça en direct, bien, c'était une réflexion qui consistait à dire comment fait-on pour que les franges
des classes moyennes, supérieures, soient susceptibles d'être en sympathie avec les franges du prolétariat, etc. Bon, toutes ces questions-là n'ont pas permis, enfin, la façon dont ça a été, tout ça n'a pas permis de résoudre le problème de l'organisation et du renversement du capitalisme à terme. Donc moi je suis plutôt, par rapport à ce que vous dites, dans un chantier de réflexion. Alors, vous allez dire, c'est dit comme ça, c'est cool. Non, non, oui, je ne sais pas si c'est cool, mais bon, une des traductions intéressantes, hein, c'est l'idée selon laquelle, comme tout est très hétérogène, il faut essayer de traduire cela politiquement. Je disais de la bataille pour l'hégémonie, que certains ont repris à Gramsci. Ça, c'est l'idée selon laquelle il y a des batailles culturelles à mener, idéologiques, dans les mots que l'on emploie et dans les réalités telles qu'on les désigne. Parce qu'encore une fois, est-ce que vous avez juste, la situation purement objective, par certains aspects, nous donne plus raison au Marx de 1848 que celle des 30 Glorieuses. Manque de bol, on lisait Marx 100 fois plus dans les 30 Glorieuses qu'aujourd'hui. Eh bien, c'est un problème, c'est un problème, c'est une question. Donc il y a un problème de bataille idéologique. Il n'y a pas qu'un problème de les pauvres sont de plus en plus pauvres et donc ils vont se révolter, et puis on va essayer de se mettre à la tête de révolte, et puis bon an mal an, voilà, etc. Non, au-delà du fait que la révolte des pauvres, ça peut aussi tourner au fascisme, à tout ça, bien sûr. Ça s'est déjà vu avant, de toute manière. Donc voilà, je pense que le terrain idéologique est extrêmement important, et que de ce point de vue-là, il est trop, je ne dis pas du tout que c'est ce que vous dites, et voilà, mais il est trop insuffisant de considérer que la grogne et la contestation, avec quelques grands slogans politiques, vont automatiquement déboucher sur quelque chose de positif. Non, vous ne pensez pas ça, mais beaucoup de gens pensent ça aujourd'hui. Non, c'est vrai, sur le côté très... une sorte d'activisme politique qui a des vertus immédiates, mais qui, s'il est totalement déconnecté d'une certaine bataille idéologique et des mutations du capitalisme, est quelque chose qui est absolument juste, nécessaire, mais qui ne peut pas se suffire à lui-même. Ça peut paraître un peu hautain de dire ça, mais objectivement, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très important. Je ne sais pas si j'ai répondu, non? Ah, c'est mieux que tout à l'heure, je n'aurais pas répondu. Non, sur... Attends, j'ai pas répondu, là, je vais me faire engueuler, là. Non, il y a une... Non, sur les femmes, bien sûr, j'ai retenu, vous inquiétez pas, mais sur d'autres réalités que tu évoquais préalablement qui étaient... parce que tu as fait un détour, mais parce que moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup sur l'opposition de Rouen à Le Havre. Outre le fait que je vis Rouen à Le Havre-Caen, parce que je suis dans une structure qui est en train de fusionner avec toutes ces villes, que c'est la bataille de leadership pour le moindre morceau. Bon, ça c'est chacun vit ce qu'il peut vivre, hein. C'est pareil pour toutes les administrations de la région, bien sûr, voilà. C'est intéressant par rapport à nos problématiques de fond, parce que, même par rapport au manifeste de Marx, Marx avait une forme de naïveté quand même par rapport au fait que le capitalisme et le marché allaient balayer toutes les vieilles idéologies réactionnaires, l'industrie nationale, tout ça, etc. Ce qui est spectaculaire aussi dans le capitalisme contemporain, ce qui explique les retours identitaires de part et d'autre, c'est qu'il y a à la fois un développement et une mondialisation absolument extraordinaire, des connaissances, de la circulation, tout ce que vous voulez, et en même temps, par certains aspects, subsistent, et sont même parfois renforcées, des logiques absolument ancestrales, et dans le cas de l'opposition en l'heure, ça date bien avant du chemin de fer, qui continuent de plus belle à être effectives, parallèlement au développement gigantesque de la circulation de l'information internationale. Donc, et ça pour le coup, dans la conjoncture années 60-70, on pensait beaucoup plus que toutes ces vieilleries allaient disparaître. Or, c'est plus une cohabitation entre des logiques anciennes et ancestrales qui se maintiennent avec une mondialisation extrêmement développée. Et ça, pareil, ça nous pose des problèmes, parce qu'on ne peut pas raisonner comme si, c'est même ces problèmes de la patrie et de la nation que vous évoquiez tout à l'heure avec l'Europe, c'est que pour beaucoup de gens de gauche pendant longtemps, je dis pas forcément, vous aviez l'idée selon laquelle, bon, le développement de l'Europe, aussi imparfait soit-elle, allait un peu faire disparaître les sentiments nationaux. Vous avez des textes de socialistes, marxistes qui pendant longtemps pensaient ça, parce que c'est certes, on va garder une identité, tout ça, mais tout ça, c'est presque le contraire qui s'est passé par réaction, et ça produit des effets politiques spectaculaires, y compris, vous avez le camarade d'Orban qui a envoyé la Hongrie, c'est quelqu'un qui ouvertement prend toutes les aides européennes, les négocie, se sert de toutes les structures de l'Union, et qui parallèlement joue sur un nationalisme ultra revanchard. Alors en plus il veut remettre en cause les traités de la Première Guerre mondiale, enfin un truc complètement délirant. Donc vous avez des phénomènes politiques qui sont pareils, que
là, on n'avait pas spécialement prévu donc c'est vraiment... Les femmes. Alors, les femmes, oui et non, parce qu'effectivement, il faut être honnête, pendant toute une partie de l'histoire du mouvement ouvrier, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de revendication des femmes. Il y a Flora Tristan, l'Union ouvrière en 1844, il y a des mouvements de femmes en 1848, elles joueront un rôle important, décisif même pendant la Commune de Paris. On ne peut pas dire que la préoccupation majeure de Marx et Engels soit, à ce moment-là, le mouvement qu'on appellera ensuite spécifique, voire autonome des femmes dans les luttes. Il y a quelques textes favorables aux droits des femmes, etc. Dans le courant socialiste et marxiste, ça existera. Il y aura au XXe siècle notamment des choses très, très valeureuses, notamment quand il s'agissait de présenter des femmes alors qu'on n'avait pas le droit de le faire. Le PC a fait ça dans les années 20-30, bien sûr. Tout ça a existé, a été intégré progressivement. C'est quand même de l'intérieur du mouvement ouvrier que sont un certain nombre de revendications, mais on ne va pas dire que le manifeste du Parti communiste est un texte féministe. Ça, on peut le dire dans la mesure où c'est un texte à portée universelle, qui veut se débarrasser de toutes les discriminations et toutes les oppressions. Mais c'est là, et ça se voit bien pour le coup dans leur correspondance et tout, pendant longtemps ce n'est pas leur préoccupation principale. Mais des gens qui vont travailler avec Marx et Engels, comme Bebel par exemple, qui écrira un ouvrage à la fin du 19e sur la femme et le socialisme, c'est quand même de là que beaucoup de choses vont naître. Mais pas spécifiquement dans le manifeste. Très peu, marginalement. Donc après on peut débattre longtemps des développements extérieurs, mais effectivement, si je n'en ai pas dit un mot, c'est parce que c'est pas ce texte-là, d'ailleurs, c'est pas ce que je connais, mais à ma connaissance dans le courant féministe, marxiste, justement, on part souvent de Bebel, des textes de la fin du 19e, parce qu'effectivement, avant, c'était pas quelque chose qui était extrêmement développé. Et puis, vous savez, le Parti socialiste français avant 14, il y a 1% de femmes et 99% d'hommes, quand même. Donc, ça n'a pas aidé pendant longtemps. Alors, d'ailleurs, c'était plus développé en Allemagne pour d'autres raisons. Le 8 mars, tout ça, Karadetkin, c'est l'Allemagne pour des raisons pas tant d'évoquer, mais voilà. Mais c'est pas... Voilà, juste là-dessus, je ne suis que le pâle reflet de l'époque dont j'ai parlé, où ce n'est pas, pour les gens dont j'ai évoqué... Enfin, c'est parce que tu m'avais déjà interpellé il y a 3 ans, je crois, sur Jaurès, en 2014, mais à juste titre, mais Jaurès, c'est pareil. Il y a quelques textes sur le droit des femmes, mais j'ai bonne mémoire, mais ça c'est le propre des historiens. Le droit des femmes, Jaurès, oui, quand on lui demande, alors il fait une proposition de loi pour le droit de vote des femmes. Ça passe en commission, bon écoutez, on va jamais y arriver, laissez tomber, enfin, voilà. J'imagine la commission d'époque, j'ai pas d'archives. Non, c'est quand même structurellement pendant longtemps, c'est pas leur priorité. Y compris pour certaines femmes qui interviennent, le droit des femmes n'étant pas forcément une priorité pour les femmes elles-mêmes, c'est un processus de long terme. Mais c'est quand même de l'intérieur du mouvement ouvrier, beaucoup de revendications vont venir. Bien. Il est traité là, sur le femmes. Oui, il y a quelques points de revendication, je sais pas. C'est pas quelques points, c'est un paquet. Ouais, vous le dire, non mais faut pas faire ça parce que c'est pas son truc central, c'est pas vrai. Bon, moi j'aimerais. Bon, mais c'est pas grave. J'aimerais remercier beaucoup Jean-Nu Maquicange de nous avoir contextualisé le manifeste du Parti communiste. Si j'ai bien compris, c'était déjà compliqué à son époque. Bien, super. Il y a des points sur lesquels je voudrais dire un mot et qui ne figurent pas, je crois, dans le manifeste. C'est tout l'apport marxien sur la philosophie, par exemple. La méthode dialectique n'est pas envisagée dans le manifeste de manière explicite. Or, c'est pourtant une méthodologie, une manière de penser qui est très, très riche et qui va nous permettre véritablement de penser la révolution. Il n'y a pas, et où
dans le manifeste, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de dit sur les conceptions anthropologiques de Marx, qui sont pourtant des conceptions d'une modernité extraordinaire. Il n'y a pas dans le manifeste quelque chose de dit sur l'écologie, alors que dans l'œuvre de Marx, on redécouvre maintenant qu'il a dit que les relations homme-nature sont quand même bien décrites, pas dans des chapitres particuliers, mais si apparemment, si on sait le lire. Donc, moi, je ne considère pas le manifeste du Parti communiste comme une œuvre complète de Marx ou de la pensée marxienne. Mais une des choses que je retiens et que j'aime, alors je ne sais pas si j'ai tort, mais c'est que c'est véritablement le manifeste du Parti communiste. Donc, comme tu l'as souligné à plusieurs reprises, il a réfléchi à une structure d'organisation révolutionnaire. Alors, il n'a pas tout dit sans doute, mais réfléchir sur les structures révolutionnaires, ça me semble tout à fait d'actualité. Jonathan et après Jean-Louis, je dis un petit mot, je te laisse. Par rapport à l'actualité du manifeste, c'est quand on pense à la construction européenne et, voilà, et ce que pensait Marx par rapport à l'État, instrument de domination, on voit bien que la construction européenne telle qu'elle est faite, une construction pour le marché, une construction libérale, qui n'a rien vraiment de démocratique, c'est vraiment la démonstration d'une construction faite pour une classe sociale dominante, pour détruire des acquis sociaux, des systèmes qui ont été gagnés dans des États-nations, qu'à un moment, les États-nations ont permis le développement du capitalisme, et après, c'est devenu un peu un frein, toujours dans la course à la grandeur des capitalistes, dans leur fusion, acquisition, machin, il fallait dépasser le stade, et l'Union européenne, c'est clairement ça, et donc ça a introduit le débat chez nous sur la construction européenne. Est-elle réformable ou non, ou faut-il la faire exploser pour construire une autre construction européenne, où certains pensent est-ce qu'il faut un repli un peu plus national et des coopérations entre États, quoi. Donc c'était ça, et toujours sur l'actualité, c'était la lutte des classes, c'était quand Warren Buffett l'admettait lui-même, le milliardaire. La lutte des classes existe et c'est ma classe qui est en train de la gagner, donc c'était clair. Donc quand c'est la bourgeoisie qui reconnaît cette existence, c'est vraiment furieusement d'actualité. Et sinon, c'était dernièrement, on avait vu ça, c'est par rapport, dans le manifeste, il fait allusion à ce qu'on rémunère le travail du prolétaire, du salarié, au minimum vital. Et il y a une note de Natexis qui est sortie, c'était au mois de février, où il faisait clairement allusion à ça, où dans les pays européens les plus développés, on était arrivé à une large partie de la population qui était payée un salaire minimum qui permettait juste de la survie, quoi, c'était ça. Et donc il disait, Marx avait raison sur son analyse, et voilà. Et sinon, un truc, ma question, on va dire, c'est Marx prévoit un peu la révolution dans les pays capitalistes les plus développés. Voilà, et bon, dans l'histoire, la Russie, c'était pas le capitalisme le plus développé, la Chine de Mao, c'était pas le cas, je pense à la révolution cubaine, le Vietnam. Au final, la révolution s'est produite dans des pays où on penserait pas que normalement les conditions objectives, matérielles étaient réunies. Et ce qui pose aussitôt la question, évidemment, parce que Marx n'imaginait pas, sinon le communisme dans une société non développée, c'est le partage de la misère. Et voilà, il faut avoir gagné un certain cap économique. Donc là, c'est un peu le paradoxe, où ça a eu lieu dans des pays où on ne pensait pas, et ce qui peut aussi expliquer un peu le reflux. Voilà, pour la Chine, maintenant, c'est clairement une économie capitaliste, plus, quoi. Jean-Louis. Moi, c'est juste une remarque ou une question, je ne sais pas encore. Mais, on a beaucoup parlé de la bataille idéologique tout à l'heure, on a fait référence à Gramsci, l'hégémonie culturelle, etc. Moi, ce que je constate tout de suite, c'est qu'on est quand même dans une situation où
chez tous ceux qui refusent l'ordre existant et qui veulent changer la société, il y a aussi à l'intérieur de nous une intense bataille idéologique entre ceux qui se réfèrent encore à la lutte de classe et ceux qui ne parlent plus de lutte de classe, mais qui maintenant parlent du peuple, qui s'oppose à une caste. Et donc, je veux dire, bon, effectivement, ceux qui se réfèrent encore à la lutte de classe, tout de suite, ils ont moins le vent à poupe que ceux qui défendent une certaine logique d'action politique. Mais moi, je ne les retrouve pas dans cette logique-là. Et quelque part, je pense que l'organisation politique est très liée quand même à la lutte des classes, et que la notion de mouvement qui met en avant le peuple, etc., est quand même beaucoup plus floue. Pour moi, ça s'assimile un peu plus à une position réformiste qu'à une position révolutionnaire. Donc ça sera plutôt une remarque. Merci. Donc quelques mots avant de te laisser la parole pour répondre aux questions. D'abord, je voulais te remercier d'avoir participé à cette conférence. Le sens de cette conférence, quand on l'a décidé à la section, c'était au moment où le congrès du parti était en création, en débat. Il était important de revenir sur des textes de référence, parce qu'on considère, et dans la section notamment, qu'il y avait eu dans les années 90 quelques errements idéologiques du Parti communiste, et qu'il y avait besoin de remettre quelques fondamentaux. On voit bien, vous l'avez tous dit, à partir d'un texte de référence, vous l'avez tous dit, moi j'ai plutôt parlé de la situation d'aujourd'hui. On a une situation où l'exploitation des travailleurs n'a jamais été aussi forte, la production de richesses produite par les travailleurs et le retour est aujourd'hui presque nul. Il y a une accumulation des profits par les grands capitalistes et les grands groupes capitalistes. On a l'exemple, comment il s'appelle, qui a fait 30 milliards, qui a eu une augmentation de 30 milliards, Bernard Arnault qui a eu une augmentation de 30 milliards. Il y a la note qu'évoquait Jonathan sur Necticis. C'est aujourd'hui arriver à reposer des questions de perspective politique, d'espoir, et d'aller au débat, parce que c'est Che Guevara qui disait qu'une belle idée, c'est toujours intéressant, mais si elle n'a pas d'organisation pour la porter, elle va s'éteindre. Donc aujourd'hui, à partir de l'histoire du communisme, à partir de ces textes, à partir des combats d'aujourd'hui, comment on ouvre une perspective et comment, effectivement, on a besoin d'un parti communiste, on a besoin d'organisation pour le porter. Et donc, pour prolonger la soirée, quelques mots, vous avez ce journal L'Humanité qui est en vente, que vous pourrez acheter en même temps que le petit coup qu'on va vous apporter. Mais aujourd'hui, effectivement, on a besoin de créer un certain nombre de questions, montrer que ça ne suffit pas d'être en colère, mais de bien porter la lutte des classes et un certain nombre de questions qui remettent en cause l'ordre établi, l'ordre capitaliste, et aujourd'hui, c'est toujours autour de la question des richesses. Voilà, donc je te remercie encore pour cette contribution à notre débat qui va se poursuivre dans les prochains mois avec notre congrès. Et donc, on se retrouve pour le petit pot après des derniers mots. Juste par rapport aux dernières interventions, donc, ce qui était dit sur effectivement de principes qui sont même à la base de ce qu'on appelle ensuite le marxisme, c'est vrai, et en même temps la spécificité du manifeste, c'est que c'est ce texte qui est quand même assez bref, assez abordable, susceptible d'être utilisé et capté par des militants. C'est ça qui fait sa différence, parce que c'est une banalité de dire comme ça, mais ils n'en réécriront pas d'autres de textes de ce type-là finalement. Et donc pourquoi? Parce que bon, les conjonctures, tout ça c'est un petit peu compliqué, mais tout de même, ça reste une singularité et une difficulté aussi. Parce que si ça avait été aussi simple que ça de le réactualiser tous les 5 ans, d'en faire un tous les 10 ans, ça aurait été fait probablement. Et c'est ça qui conserve cette singularité, qui montre en même temps que c'est difficile peut-être de retenter l'expérience. Mais
c'est un exemple encore une fois historique intéressant. Et juste, oui, petit mot sur 17 et 49, enfin, sur la Chine et la révolution russe. Bien évidemment, c'est vrai que le pari historique initial a été entre guillemets plutôt invalidé. Et en plus, et vraiment je terminerai là-dessus, ce n'est pas que uniquement ces révolutions ont eu lieu dans des pays entre guillemets à la périphérie du capitalisme, c'est qu'elles ont eu lieu dans des contextes de cataclysme pour les pays concernés. 17 en Russie, inimaginable. L'état de la Russie en pleine guerre mondiale, les gens tombent comme des mouches littéralement sur le front, etc. Les gens meurent de faim, il a fallu atteindre un point tel de non-retour pour qu'une révolution prolétarienne se déclenche. Ça ne veut pas dire qu'il faut en arriver là pour que ça se déclenche, mais enfin, historiquement, le second exemple, la révolution au sens bouleversant tout l'ordre politique, économique, social profondément, c'est effectivement la révolution chinoise, la plus grande jacquerie, le plus grand soulèvement paysan de l'histoire de l'humanité en 1949. C'est quoi le contexte? C'est 15 ans d'occupation japonaise où les Japonais ont pratiqué sur les Chinois des expérimentations qui sont les seules égales, si je puis dire, à ce qu'ont fait les nazis par rapport aux juifs. C'est un niveau de guerre civile entre Chinois après, entre Chiang Kai-shek, le plus de l'histoire de la Chine, et Mao. Donc c'est et donc le tout dans le contexte évidemment de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est en 1949, c'est juste après. Donc il a fallu atteindre un seuil que aucun d'entre nous ne pourrait évidemment tolérer aujourd'hui pour qu'on ait des révolutions profondes. Alors ça ne veut pas dire qu'une révolution n'arrive que quand il y a ces conditions-là, mais effectivement ce que ça pose comme question, c'est quand il y a un véritable bouleversement révolutionnaire dans politique, économique, sociale, etc., où est-ce qu'il faut en arriver pour que ça se déclenche? Historiquement, quand même, ça s'est déclenché, effectivement, dans des lieux périphériques par rapport au capitalisme, donc que la Russie, bon, c'est pas si, c'était pas totalement périphérique, mais surtout dans des conditions absolument atroces. Et c'est ça que peut-être il faut aussi intégrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre qu'il faille en arriver là pour que les gens se réveillent, parce qu'auquel cas, on n'arrive jamais à rien, bien sûr, mais qu'effectivement, si mouvement il doit y avoir, peut-être que, à nouveau, ce serait une répétition historique presque, les premiers pas, les premiers soulèvements, parce que dans le siège de la Révolution, il s'est passé plein de choses, y compris en France après, bien sûr. Mais c'était venu de ces pays-là. Donc c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure qu'une analyse globale du capitalisme doit intégrer les pays du Sud, ce qui se passe en Inde et en Chine, ce ne serait pas si surprenant que cela que, de nouveau, les choses partent plutôt de là, ça veut dire qu'il ne se passait rien ailleurs. Et quand même, parce que, y compris ce que vous avez cité après, les révolutions des pays colonistes étaient des pays plutôt pauvres, misérables, avec des populations surexploitées, plus qu'en Europe occidentale. Voilà. Donc, affaire à suivre en tout cas, mais c'est pas. Vous avez eu raison de le rappeler et de le dire aussi crûment. C'est que ça s'est passé là, dans des conditions précises, et vraiment, véritablement, en cas de cataclysme terrible qui touchait les populations. Voilà. Espérons que ça n'arrive pas comme ici, bien sûr, mais tout de même, c'est à intégrer. Voilà. Merci de votre attention encore.